Bonjour à tous, messieurs les officiers supérieurs, mesdames, messieurs. Merci à tous d'être présents, plus tous ceux qui sont. Bonjour à tous, messieurs les officiers supérieurs, mesdames, messieurs. Merci à tous d'être présents, plus tous ceux qui sont en distanciel, parce qu'apparemment, il y a 207 inscrits. Donc, je me présente, je suis Thomas Redlet, je suis directeur de la prospective du groupe Thales. Mais à ce titre, c'est en tant que modérateur de cette table ronde que je vais m'exprimer. Donc, c'est un colloque qui est organisé conjointement par le CESM, donc Centre d'études stratégiques de la marine, et le CDEC, Centre de doctrine et d'enseignement du commandement, avec la présence de 3 intervenants que je vais vous présenter. On va organiser pendant 1h30 à peu près 15 à 20 minutes de présentation par chacun des intervenants qui vont vous présenter un petit peu l'état des lieux du sujet. Donc, je le rappelle, c'est maîtrise et valorisation de la donnée, facteur de supériorité opérationnelle. Puis après, on aura un jeu de questions-réponses pour vous donnera les questions et aussi sur le chat. Donc, je vais commencer en un titre d'introduction rapidement pour vous rappeler, en vous donnant un exemple d'appel d'offres de l'Agence Innovation de Défense de septembre 2022 qui a pour objet, vous allez voir en plein dans notre sujet, la valorisation de données vidéo opérationnelles des armées pour favoriser le développement de fonctions opérationnelles s'appuyant sur les différentes technologies et techniques d'image processing et d'intelligence artificielle intégrables au système optronique militaire afin de les rendre plus efficients. Donc l'enjeu, il est triple, c'est de savoir comment collecter, labelliser, gérer et conserver cette masse de données générée par les unités sur le champ de bataille, d'éviter et de limiter l'évaporation des données générées par une force sur le théâtre, et de fournir de la matière première aux intelligences artificielles, donc IA, pour concevoir les algorithmes, les réentraîner et évaluer les modèles d'IA. Donc vous voyez, le périmètre du sujet est très très large et à la hauteur des enjeux qui vont vous être exprimés. Donc, il conviendra au départ de bien définir les termes du sujet, à savoir données opérationnelles, valorisation, maîtrise, facteur de sécurité opérationnelle. Et s'il existe de très nombreuses opportunités, vous allez constater il y a aussi des défis de diverses natures qui restent à surmonter. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement les 3 intervenants. Et dans l'ordre, on commencera par mon voisin de droite, donc Didier Danet, qui est maître de conférence de l'Université de Rennes, détaché à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Côte-Quidan. Donc, il enseigne les sciences de gestion et il dirige le master spécialisé cyberdéfense et champs immatériels. Donc, ses travaux de recherche au sein du CREC de Saint-Cyr, donc le centre de recherche de l'Académie militaire, dirige le pôle mutation des conflits. Et il porte actuellement sur la gestion de crises cyber, la sécurité cognitive et les systèmes d'armes intégrant de l'autonomie. Il a co-dirigé donc avec plusieurs membres du master le livre que vous connaissez sûrement tous, Cyberdéfense, qui a une 2e édition aujourd'hui, qui est un manuel sur la conflictualité dans l'espace numérique. Voilà. À ma gauche, plutôt à ma gauche là, qui s'exprimera juste après, c'est le commandant Camille Girard, capitaine de frégate, donc qui est Chief Digital Officer de la Marine nationale et chef de la section services numériques, data et intelligence artificielle. Donc, il a eu un passé de 2 ans en détachement chez Thales en qualité de Chief Data Officer où il a contribué à implémenter la stratégie de données de la GBU, la Global Business Unit de Thales, DMS. Et durant ses 21 ans de carrière à la Marine nationale, il a 3 grandes dominantes. Une première de 7 ans d'opération à la mer, une deuxième dans tout ce qui est capacité future et préparation de l'avenir dans le domaine de la supériorité informationnelle, de la connectivité et de l'automatisation des bâtiments de combat. Et enfin, une 3e partie plus liée aux investissements relatifs aux infrastructures du ministère. Il est diplômé de l'École navale 2000, ça ne va pas vous surprendre, master spécialité télécom Paris et aussi diplômé d'un executive MBA à HEC en 2018. Enfin, à ma gauche, j'ai le colonel Jean-Gabriel Herbinet, qui est adjoint au bureau numérique de l'état-major de l'armée de terre. Il est officier de cavalerie, polytechnicien, breveté de l'école de guerre, avec une formation en recherche opérationnelle. Il a servi entre autres comme officier de programme simulation virtuelle pour l'armée de terre. Il a travaillé sur l'interopérabilité entre systèmes de commandement et simulation. Et il a été pendant 2 ans au sein de la structure ACT, donc dans les travaux de prospective capacitaire pour l'OTAN. Donc le Allied Command and Strategic Transformation. Et il a commandé le CENSUB, donc le centre d'entraînement en zone urbaine, avant de prendre des responsabilités donc actuelles dans le numérique pour l'armée de terre. Il a aussi tenu les fonctions de chef d'état-major de la brigade franco-allemande et de la brigade d'alerte Very High Readiness Joint Task Force 22 de l'OTAN entre 2020 et 2022. Donc on a vraiment un parterre d'experts pour ce sujet qui est complexe et qui est extrêmement stratégique, dont vous entendez tous régulièrement parler. Donc, je cède la parole pour 15-20 minutes à Didier Danet sur une présentation que je vais lancer là, si tout va bien. Voilà. Apparemment, ça fait. Merci Thomas. Bonjour à tous. Je vais dresser un petit peu le cadre général de
de la matinée, en voyant donc la question de la révolution des données opérationnelles, opportunités et défis. Alors, le plan sera très, très simple. Dans un premier temps, je vais essayer de montrer que cette question des données et du traitement des données qui se pose aujourd'hui s'inscrit en fait dans une problématique qui est relativement classique finalement. Même si l'innovation est extrêmement spectaculaire, on reste peut-être sur une problématique fondamentalement classique et qu'on connaît déjà un petit peu. Dans un deuxième temps, j'essaierai de vous montrer pourquoi on peut évidemment considérer que cette opportunité qui nous est donnée dans le recueil et le traitement des données opérationnelles est de nature à conférer une certaine supériorité aux forces armées, mais qu'il faut aussi faire attention aux problèmes qui pourraient être soulevés. Et dans un troisième temps, j'essaierai de dresser quelques-uns des défis qui nous attendent de différentes natures, justement, pour faire en sorte que cette révolution des données opérationnelles apporte les réponses qu'on peut attendre dans un certain nombre de domaines. Voilà. Alors, sur la première partie, donc, sur les définitions, là, je dirais qu'il y a vraiment rien de... Il faut trouver le... Ah voilà, d'accord. Donc sur les définitions, si vous voulez, j'ai rien de véritablement extraordinaire. J'ai repris des définitions extrêmement classiques parce que je pense que ces définitions classiques restent valables. Il ne s'agit pas de tout réinventer à propos de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc on retrouve l'idée bien évidemment de données en tant qu'éléments d'information brute, non structurés ou non traités qui peuvent être enregistrés et stockés. Voilà, et à partir desquels on va produire quelque chose. On retrouve des définitions classiques sur les données opérationnelles. Enfin, la définition que j'en ai retenue est une définition que je pense extrêmement classique, à savoir que, effectivement, les données opérationnelles sont relatives à une opération militaire qui est en préparation ou en cours, et à propos de laquelle on va essayer de capter des éléments relatifs à la fois aux acteurs, les acteurs amis, les acteurs ennemis, les acteurs autres que les protagonistes sur le terrain, et puis des informations sur l'environnement de la situation, les conditions météo, le terrain, les voies de communication, les obstacles, etc., etc. Autrement dit, de ce point de vue-là, les données opérationnelles n'ont rien de particulier dans leur nature. On reste sur des questions tout à fait classiques. De la même façon, pour le traitement, le recueil et le traitement, on est là encore sur des choses assez classiques, c'est-à-dire que les données n'existent pas tant qu'elles ne sont pas recueillies et traitées, où tout est donné en fait, donc il n'y a pas de données puisqu'il y en a trop. Donc ces données opérationnelles vont permettre de produire de la connaissance, elles fournissent des informations tactiques sur une situation, et donc elles pourront être utilisées en tant qu'éléments entrants dans la planification, la conduite et la coordination des opérations militaires. Donc le recueil ne présente pas... Enfin, le recueil présente une particularité, je dirais, qui est le fait qu'à côté des modes de recueil traditionnels à travers des unités spécialisées des forces, on trouve aujourd'hui une place ou un rôle important, plus important que par le passé, de la part d'acteurs qui étaient éloignés du théâtre et qui aujourd'hui ont la capacité d'accéder à un certain nombre de données, y compris de données opérationnelles, tout en restant à distance. C'est peut-être ce qui me semble le plus intéressant dans la situation actuelle, c'est cette capacité pour des acteurs extérieurs, voilà, à avoir un regard parfois assez direct sur les opérations en cours. Et sur le traitement des données, là encore, évidemment, on a des éléments techniques spectaculaires aujourd'hui, des innovations technologiques très importantes depuis l'acquisition des données jusqu'à leur utilisation dans des processus. Voilà. Donc, sur les définitions, à moins que les autres intervenants ne reviennent pour les compléter, éventuellement en donner d'autres, dans mon raisonnement, je ne vois pas de particularité fondamentale dans ce qui se passe aujourd'hui en termes de données et en termes de traitement. On reste sur des choses qui, dans leur nature, sont à peu près constantes. Alors, deuxième temps du raisonnement,
l'idée de la source d'efficacité pour les forces armées, de la supériorité. Ah oui, d'accord. Donc, une source d'efficacité pour les forces armées. Alors, je mets un point d'interrogation pour entretenir le suspense, alors qu'il n'y en a pas. Il est bien évident que tout le monde est conscient du fait que le recueil des données, le traitement des données, la valorisation des données est une source d'efficacité et de supériorité pour les forces armées. Elle est d'autant plus importante, cette source d'efficacité, qu'on a une révolution effectivement technique tout à fait extraordinaire, à la fois dans la captation des données, à la fois sur le terrain, où on voit des systèmes de captation des données qui se multiplient, qui sont de plus en plus efficaces, qui vont pouvoir permettre d'avoir des masses de données absolument considérables, ce qui peut d'ailleurs faire craindre au passage un tsunami de données, un problème de gestion de ces données à tous les niveaux. Et en dehors du terrain, bien évidemment, on a aussi toute la dimension des réseaux sociaux, des traces numériques qui sont disséminées volontairement ou non par les acteurs en dehors du champ de bataille, mais qui concernent directement le champ de bataille. Et on a là encore des outils techniques qui apparaissent et qui se développent, qui sont tout à fait extraordinaires à la fois pour capter les informations, aller les chercher sur les réseaux, les analyser en temps réel, etc., etc. Et dans le traitement des données, là aussi, on a des progrès absolument spectaculaires, le big data, l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, on a évidemment une véritable révolution technique qui est en cours et qui est susceptible de produire des effets de supériorité qui sont absolument évidents, avec le risque de cette automatisation tellement poussée qu'elle pourrait générer des volumes de données considérables dont le traitement s'avérerait compliqué à la fois pour les transmettre, pour les stocker, pour les analyser, etc., etc. Alors, cette transformation n'est pas une vue de l'esprit, on la voit à l'œuvre aujourd'hui sur le terrain, et on voit toutes les opportunités qu'elle offre dans l'anticipation des mouvements de l'adversaire ou de l'ennemi, dans l'observation des opérations telles qu'elles se déroulent, dans la documentation des résultats des actions, notamment des pertes en équipement, voire dans la documentation des crimes de guerre qui peuvent être commis ou des opérations de désinformation. Donc, on est bien sur une révolution technique qui est en marche et donc dont on ne pourra pas faire l'économie. C'est absolument évident. Il n'y a pas de débat là-dessus, je ne pense pas. Et donc, la question, c'est cette source d'efficacité qui paraît absolument évidente. Est-ce qu'elle ne comporte pas quelques limitations ou quelques, je dirais pas zones d'ombre, mais quelques questions légitimes, notamment source d'efficacité, mais, oui, c'est ça. Donc, quelques zones d'ombre, puisque, pour être un petit peu familier, on nous a déjà fait le coup de la révolution technique qui va percer le brouillard de la guerre et qui va nous donner une supériorité opérationnelle définitive. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, ça a déjà existé, les images satellitaires, etc., etc. Et donc, on a vu qu'il y avait des limites possibles à cette révolution technologique et à la supériorité qu'elle peut nous donner. D'abord, j'en vois 4, en m'appuyant notamment sur les travaux de Wohlstetter ou de Lnick sur le renseignement américain. Le premier, c'est qu'on parle bien de données opérationnelles, donc d'un niveau tactique. Il n'est pas certain que les dirigeants politiques s'appuient toujours sur les données opérationnelles pour prendre des décisions et lancer des actions. Donc, il peut y avoir un décalage entre les données opérationnelles, la vérité qu'elles révèlent et les décisions qui vont être prises par un adversaire. Il y a un deuxième élément qui est la question de l'intégration du traitement de l'information et des biais dans l'analyse qui peuvent être conduites des données qu'on récupère. Donc, récupérer des données, c'est bien. Encore faut-il ne pas les analyser de manière incorrecte et être capable de les intégrer au sein d'un monde qui souvent est pluri-agence, pluri-unité, etc., etc. Donc, il y a la question de la coordination qui se pose. La troisième question, c'est la question de l'interprétation qui sera faite à tous les niveaux des données opérationnelles qu'on peut récupérer et qu'on peut traiter de manière pertinente, mais qui ne sont pas forcément souhaitées par les différents niveaux de décision et donc qu'on adapte aux souhaits supposés des niveaux de décision. Et enfin, il y a la question humaine du recrutement et de la formation. Ces nouvelles possibilités, opportunités supposent pour les saisir d'avoir des spécialistes, des gens qui sont formés pour, et c'est un enjeu sur lequel je reviendrai à la fin. Donc,
en gros, on est face à une révolution des données opérationnelles, de leur recueil, de leur traitement. Cette révolution est susceptible de nous donner un avantage, une supériorité absolument certaine, à condition qu'on soit capable de surmonter un certain nombre de défis pour ne pas retomber dans les errements qu'on a pu connaître autrefois. Donc, quels sont ces défis? Alors, j'en vois plusieurs, hein, mais en gros, il y en a 4 que je voulais signaler ce matin très rapidement. Le premier, c'est un défi technique. Le deuxième, un défi juridique et éthique. Le troisième, un défi organisationnel. Et le quatrième, un défi culturel et humain. Alors, le défi technique, il est très, très classique. Le défi technique, c'est la question de la maîtrise de la technologie, hein, d'éviter la fascination pour les outils, fascination qui peut conduire à 2 types d'erreurs ou 2 types de difficultés. La première qui serait la surestimation de l'avantage que nous aurions grâce à la technologie. Et là, on peut se référer à Barbara Wolschetter et à son analyse de Pearl Harbor, où elle montre bien que les Américains avaient probablement une conscience très grande de la supériorité technologique, de leur capacité technologique, qui les a amenés à sous-estimer leur adversaire, et notamment la capacité de leurs adversaires, en dépit de la supériorité technologique. Et on voit déjà qu'en même temps que se développe la technologie du recueil et du traitement des données, se développent les ruses pour pouvoir les contrer. Hein, vous avez vu sans doute ces marines américains arrivant à tromper des systèmes automatisés de reconnaissance des adversaires qui se déplacent sur le terrain en se cachant dans un carton ou en procédant par saut périlleux sur 300 mètres, hein, pour que la machine ne reconnaisse pas, pour que l'intelligence artificielle ne reconnaisse pas le déplacement d'un être humain. Vient de paraître il y a 2 jours, je crois, un rapport sur les capacités de provoquer des erreurs dans les processus d'apprentissage de deep learning ou de machine learning, qui montrent qu'il existe des processus, des procédés, des manières de provoquer des erreurs dans l'apprentissage des machines. Et donc, évidemment, ce sera quelque chose qu'il faudra prendre en considération. Et puis, la fascination pour la technique peut aussi aboutir à l'emporter sur le sens de la mission. Et donc là, je me réfère à ce que Christian Morel appelle des erreurs absurdes, où on est tellement fasciné par la technologie qu'on en arrive à privilégier la prouesse technique sur le sens de la mission. Donc Christian Morel donnait cet exemple classique dans le cinéma militaire du pont de la rivière Kwai, qui correspond, dit-il, effectivement à ce genre de difficulté, et il faudrait effectivement s'en garder. Alors, le deuxième défi, c'est le défi juridique. Je crois qu'on y reviendra très largement, donc je vais vraiment faire que l'esquisser. Mais il y a plusieurs questions juridiques qui vont se poser. Il y a la question de la propriété des données, qui me paraît relativement simple à traiter, mais on pourra en discuter. La question du classement des données. Est-ce qu'elles sont confidentielles? Est-ce qu'elles sont secrètes? Est-ce qu'elles sont ouvertes? Qu'est-ce qu'on fait de ces données? Il y a le défi du contenu des données. Qu'est-ce qu'on va capter comme données? Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans ce qu'on avait appelé le port noir, c'est-à-dire une curiosité malsaine pour certaines données, et regardez, cet homme va mourir, etc. Enfin, on sait ce que les réseaux sociaux sont capables de faire. Et puis le défi de la protection des données, évidemment, par rapport aux combattants, notamment leurs données de santé, leurs données physiologiques, etc., etc. Le troisième défi, c'est le défi organisationnel qui se décompose en 2, à mon avis. Il y a le défi des structures et le défi des procédures. Le défi des structures, il me paraît énorme. C'est-à-dire que il me semble que cette question, l'importance prise par les données va nous amener à nous reposer des questions sur les frontières de l'institution militaire. Est-ce que l'institution militaire a vocation à faire elle-même tout le recueil et tout le traitement des données, ou est-ce qu'on doit s'appuyer sur des partenaires extérieurs, des entreprises notamment, qui ont des compétences tout à fait pointues dans ce domaine-là? Est-ce qu'on ne doit pas devoir revoir certaines structures à l'intérieur du monde militaire pour éviter les effets de cloisonnement? On sait très bien que nos administrations ont une capacité à créer des bureaux, qui chacun vont faire une partie du travail et qui vont éviter évidemment de travailler ensemble, sinon ça serait trop simple. Ça, je pense que c'est une question qu'il va falloir se reposer. Il y a le risque de distorsion entre des structures qui sont très hiérarchiques et des processus qui sont très, au contraire, réticulaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce bouquin sur la cathédrale et le bazar. Donc, les 2 sont des formes d'organisation tout à fait qui peuvent fonctionner. Mais là, on est face à une cathédrale dont les processus internes commencent à ressembler à du bazar. Donc, je pense que ça va poser forcément un problème de craquement quelque part.
Et puis, les priorités en matière d'investissement, il va falloir financer tout ça. Qu'est-ce qu'on met comme priorité? Est-ce que c'est sur le recueil, sur le traitement, etc., etc. Sur les procédures, là encore, pour aller très vite, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui vont se poser, notamment comment éviter de succomber sous le poids des données, parce qu'évidemment, on va pouvoir en capter tellement qu'il va falloir se poser la question de savoir quelles sont celles qu'on veut vraiment récupérer et celles qu'on va laisser sur le terrain, même si c'est tentant de les récupérer. Il y a la question de la manipulation des données, parce que bien évidemment, elle va se poser très très vite. Nos ennemis ne sont pas idiots. Je veux dire, ils vont bien comprendre que si les données sont pour nous essentielles et qu'on peut nous empoisonner avec des données, ils ne vont pas s'en priver. Comment amalgamer des données? Alors là, c'est une question technique. Moi, je ne suis pas du tout compétent, mais je suis très admiratif de gens qui arrivent à amalgamer du texte, de l'image, des sons, tout un tas de choses comme ça pour en faire une donnée de synthèse. Ça me paraît très compliqué. Comment standardiser les procédures? Parce qu'il va falloir que tout le monde travaille à peu près de la même façon. Si on veut nourrir des bases de données et les exploiter, il va falloir qu'on ait à peu près les mêmes standards. Comment va-t-on les partager? Avec qui on les partage? Avec qui on ne les partage pas? Qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qu'on ne partage pas? Est-ce qu'on est transparent ou pas? Il y a une exigence aujourd'hui de transparence qui grandit. Est-ce que dans la gestion de nos bases de données, nous allons être transparents ou pas? Ça me paraît très compliqué. Enfin, ce n'est pas très compliqué. Il va falloir en tout cas y réfléchir. Et puis, le dernier défi, c'est le défi culturel et humain. Parce que derrière, évidemment, ces processus automatisés, il y aura de toute façon des gens, il y aura des hommes et des femmes. Et donc, on va avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour faire face à de nouveaux métiers au sein de l'institution. Ces nouveaux métiers sont évidemment en tension. Quand on va vouloir recruter des data scientists dans le monde militaire, il va falloir lutter avec le privé, qui a d'autres moyens que le monde militaire pour les recruter. Ils sont très peu nombreux, ils coûtent très très cher. Comment on les positionne dans l'institution? Est-ce qu'on va avoir des data combattants comme on a aujourd'hui des cybercombattants? Comment ils se situent dans la hiérarchie? Enfin, tout ça est un petit peu compliqué. Il y aura un besoin de formation très important parce que tout militaire, à la limite, sur le terrain, devient à la fois une source de données et un capteur. Donc, comment est-ce qu'on va faire en sorte que tout militaire déployé sur le terrain pense et fasse correctement ce travail de recueil des données? Est-ce que c'est une priorité pour lui, pas une priorité? Quand on est sous le feu, je ne suis pas certain que capter les données, ça soit le souci principal du combattant. Donc, comment est-ce qu'on équilibre les choses? Et puis enfin, questionnement sur le commandement et le leadership. Comment on commande dans une époque où la décision devient de plus en plus autonome, ou alors dans la mesure où la décision qu'on prend est très fortement assistée par des systèmes de traitement de l'information. Voilà, donc je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. Donc je suis tout à fait optimiste sur l'idée que cette transformation numérique qui est en cours va nous apporter de nouvelles opportunités. Je pense quand même qu'il faut qu'on réfléchisse à un certain nombre de questions qui pourraient faire en sorte qu'on n'en tire pas tout le parti qu'on pourrait espérer en tirer. Voilà, je vous remercie. Bon, merci Didier. Donc, je souhaitais que Didier commence parce que ça permettait de brosser un peu tout le panorama. Donc, on a bien noté l'importance des données opérationnelles et leur valorisation comme source d'efficacité. J'ai trouvé intéressant donc, votre segmentation des 4 défis. Moi, je les avais plutôt appelés enjeux dans ma liste de questions. Il y avait un enjeu en plus qui est, donc j'ai les 4 mêmes, mais il y a un enjeu aussi opérationnel. Je vous pose tout de suite une première question avant de donner la parole. Sur l'utilisation des données pour augmenter les services actuels, ça on comprend bien, mais aussi les services futurs. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner dans les recherches que vous faites de services futurs qui pourraient être augmentés par les données? Alors, je crois que vous avez organisé il n'y a pas très très longtemps ici un colloque sur le métavers. Et donc, il est bien évident qu'on peut se poser la question de la manière dont on pourrait créer des univers suffisamment proches du terrain. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à jumeaux numériques. Mais en tout cas, on peut imaginer effectivement que toutes ces données puissent nous servir à créer des jumeaux numériques qui permettraient à des responsables militaires d'être plongés dans véritablement l'univers en question, tout en restant évidemment à distance. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut représenter véritablement une nouvelle manière de commander? Je pense qu'en tout cas, il faut regarder de très près parce que ça me paraît mériter une attention. On a aujourd'hui la capacité technique de créer ces jumeaux numériques. Je crois que la marine travaille sur justement la création de jumeaux numériques dans le monde maritime. Je pense que le monde militaire, l'armée de terre doit s'y préparer aussi.
Et là, par exemple, moi, je vois encore pas bien si c'est une espèce de grand fantasme, cette histoire de métavers militaire, ou si véritablement il y a des applications réelles avec un gain en matière d'efficacité opérationnelle. Je ne suis pas encore complètement... voilà, je ne suis pas fait d'opinion. Je pense que, par exemple, ça pourrait être une idée de nouvelle approche du monde militaire. Très bien. Bon, ben merci. Bon, on reviendra sur les questions, hein, c'était pour lancer le débat. Je vais donner la parole donc au commandant Camilla. Bonjour à tous. Alors, merci Thomas. Donc, avant de commencer mon propos, je voulais vous raconter une petite histoire de marin. Donc, nous sommes en 2025 sur la frégate de défense et d'intervention Amiral Renard. Vous la voyez à l'écran. Donc, bienvenue à bord pour ceux qui sont à distance. La frégate de défense et d'intervention, c'est notre premier navire tout numérique. Tout numérique, ça veut dire qu'on a aussi des systèmes dernier cri avec le radar plaque que vous voyez là, Seafire, le système de guerre électronique Sentinelle qui génère plusieurs terabits de données par seconde, un système de combat dernier cri, puis une passerelle de lutte contre les menaces asymétriques entièrement numérisée. Donc, c'est vraiment au top. Nous sommes en escorte du GAN, donc le groupe aéronaval dans le Golfe Persique. À cause des tensions dans la zone, nous avons appareillé avant Noël. Alors, en 2022, on avait la crise des grèves dans les raffineries. En 2023, on a les problèmes de gaz. Là, c'est l'approvisionnement de l'Europe en pétrole qui est menacé. Donc, du coup, tout le monde est sur le pont 24 heures sur 24 pour faire en sorte que la crise n'augmente pas et que les supertankers puissent continuer à faire leur travail. Nous n'avons fait qu'une escale en partant en mission à Djibouti. Et là, maintenant, ça fait 2 mois qu'on est à fond sur le bateau parce qu'il ne faut pas que la situation escalade et qu'on doit bien maîtriser la violence. Alors, 2025, ça nous laisse quoi? Ça nous laisse 2 ans pour que mon propos se réalise ou pour qu'on ait pivoté, si on reprend un terme bien connu du monde des startups, parce que dans un monde qui passe de la crise au choc, il faut être en permanence dans une adaptation. Et c'est ce que la marine veut faire, développer son agilité pour rentrer dans un cycle d'amélioration continue. Alors, sur le bateau, si on revient sur le concret, la donnée, c'est quoi? C'est d'abord dans les RH, donc sur la frégate de défense et intervention. Eh bien, aujourd'hui, enfin demain, on sera capable de constituer un équipage en moulinant des algorithmes, en concaténant les desiderata du marin, la politique RH et puis les besoins de la marine. Et puis l'algorithme générera quasi automatiquement des différentes propositions qui correspondent aux besoins du bateau et ses missions futures, et en permettant du coup de consacrer plus de temps à la relation humaine entre le marin et puis son gestionnaire. Ça, c'est dans les RH. Dans la préparation opérationnelle, la FDI, c'est le premier bateau qui aura pu récupérer ces données et les rejouer à terre. Donc, grâce au centre de service de la donnée marine, elle était partie en mission avant. Et donc, du coup, elle a pu rejouer des moments critiques, comprendre les situations tactiques et apprivoiser son théâtre d'opération, ce qui fait qu'elle est affûtée pour la compréhension de son environnement. Et troisième point, pour la supériorité informationnelle, la frégate de défense et d'intervention, la donnée lui permet de bien comprendre la situation tactique, de détecter les signaux faibles. Elle peut croiser les données de l'open source, de l'OSINT. Elle peut croiser les données qui viennent de ces différents capteurs. Et typiquement, si on prend la guerre électronique, elle est capable, dans cette mission en 2025, d'analyser tous les signaux de la bande de radar de navigation, virer les informations connues et se focaliser que sur les ennemis ou ceux qui se cachent pour que n'apparaissent à l'opérateur que les informations utiles. Donc voilà, ça lui permet d'avoir une situation plus complète, d'avoir une compréhension de son environnement plus rapide et d'être capable, le cas échéant, de décider plus rapidement dans l'action. Voilà pour ce petit scénario. Maintenant, revenons du coup à la valorisation des données pour la marine. 3 parties dans mon propos: le pourquoi, le quoi, le comment. Donc le pourquoi, l'ambition, c'est de conserver l'ascendant en opération grâce à la donnée, notamment pour ce qu'on appelle le combat multi-milieu, multi-champ. Donc aux US, vous avez tous suivi les histoires de ChatGPT. Dans le monde civil, ça peut être considéré comme une arme de lutte contre l'inflation, parce que tous les gens qui ne se seront pas adaptés, les cols blancs, certains pourraient être remplacés par l'algorithme. Donc du coup, nous, on a théorisé ça dans la marine par l'ambition qui est là. Donc aujourd'hui, l'homme est la boucle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à l'ère du papier numérique. On fait du PowerPoint, du Excel, du Word, et on passe son temps à synthétiser de l'information, à ne pas l'analyser. Donc ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. Et donc là, du coup, c'est l'homme qui est la boucle. Deuxième, l'objectif qu'on peut se fixer à court terme, c'est d'aller sur des traitements automatisés. Donc l'homme serait dans la boucle. Donc là, l'objectif, c'est d'automatiser les tâches, partager les données, puis de faire en sorte que finalement, on se focalise plus sur l'analyse
et pas sur la construction des données. C'est l'objectif qu'on est en train de travailler avec le centre de service de la donnée. Et puis après, l'ambition qu'on peut se fixer, c'est d'être au-dessus de la boucle. Donc pour revenir à mon histoire de ChatGPT, pour ne pas être viré de la boucle, pour pas être out. Donc la question, c'est pas s'il faut y aller, c'est qu'il faut y aller. Et donc il faut se mettre en ordre de marche pour le faire, pour ne pas être out. Donc là, la question, c'est qu'il y aura un apprentissage. Alors évidemment, l'algorithme ne va pas remplacer les marins, parce qu'il ne sera pas capable de comprendre les signaux rares, les situations super critiques. Donc ça veut dire que le métier des marins va changer, il ne va pas disparaître. Et donc le vrai enjeu, ce sera la milliseconde d'avance sur l'adversaire pour avoir les capacités d'analyse du champ de bataille par rapport à un compétiteur qui, lui, aurait fait ce travail aussi. Donc l'ambition pour répondre à ce défi-là, c'est la donnée. Du coup, la marine a pris conscience de l'importance de la donnée pour conserver la supériorité en opération. Et donc, c'est pour ça qu'elle aborde ce sujet, parce qu'elle a bien vu que les marines de premier rang et certaines marines de second rang commencent à s'y intéresser de près. Les États-Unis ont investi massivement avec la démarche Overmatch, que j'imagine vous connaissez tous, et puis le Royaume-Uni avec la démarche Nelson, pareil, qui commence à être bien avancée. Et donc, le constat pour nous, c'est le fait que la valeur technologique des unités opérationnelles sera toujours un cran en retard par rapport à l'évolution de la menace, si on veut conserver la supériorité informationnelle, améliorer la préparation opérationnelle ou valoriser les ressources humaines. Alors c'est pour ça qu'en fin 2020, la Marine a décidé la création du centre de service de la donnée marine. Et la Marine se positionne aujourd'hui, du coup, avec ce centre comme tiers de confiance pour la valorisation des données. Alors tiers de confiance à la fois vers l'interne, vis-à-vis des centres opérationnels pour traiter leurs données, et vis-à-vis de l'externe, vis-à-vis des industriels avec qui on collabore. 3 axes ont guidé cette montée en puissance. D'abord, c'est l'acquisition de l'autonomie d'appréciation, être capable de décider quelles données on partage, avec qui et dans quelles conditions et pour quels usages. Ensuite, c'est contractualiser les échanges de données parce qu'évidemment, il faudra partager les données pour être capable de nourrir les algorithmes d'intelligence artificielle. Et puis enfin, la maîtrise, ça veut dire calibrer notre dépendance vis-à-vis des industriels, savoir de quoi on parle à la fois sur les technologies, sur les données, et maîtriser les briques et le cycle de valorisation de la donnée. Voilà pour la création en 2020 et la première politique sur la donnée. Et évidemment, la Marine ne le fait pas seule. Ça veut dire qu'elle travaille ce sujet-là avec les industriels, avec la DGA, avec les écosystèmes. Et l'enjeu, c'est de rentrer dans une démarche d'amélioration continue, un peu à l'image de Tesla. Vous connaissez tous le constructeur de voitures qui en permanence récupère des données et est dans une démarche où il améliore, il apporte des nouvelles applications, il travaille sur l'autonomie. Donc, ça s'appelle du design to evolve, pour que la valeur des unités opérationnelles augmente au fur et à mesure. Et que du coup, on reprenne l'ascendant et qu'on ne soit pas un cran en retard par rapport à la menace, grâce à la donnée. Donc, si on parle du quoi maintenant, l'enjeu, c'est le croisement de la donnée. Donc là, vous avez quelques illustrations issues d'Internet. Quelques exemples en cours de développement. Donc, dans les opérations, moi, je parlais tout à l'heure rapidement de géocognitif. Géocognitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre la situation, virer les informations qui ne sont pas utiles, se concentrer sur les ennemis, ceux qui se cachent, et du coup, n'afficher que l'information utile. Le rejeu de situation tactique, pareil, pour être capable de rejouer les moments critiques de la situation et ensuite de les partager entre les équipages, c'est un peu du wargaming. Et puis ensuite, dans le domaine de la préparation opérationnelle, ça peut être aussi l'optimisation d'un déploiement. Si on prend par exemple les commandos, ça peut être optimiser le temps et la préparation matérielle humaine pour se déployer sur un théâtre d'opération. C'est plein de tâches, c'est assez complexe. Donc c'est gagner du temps dans la préparation de cette affaire-là et puis à faire une analyse un peu multifactorielle. Ça peut être aussi le cas pour les navires. Si on travaille la notion de jour de mer, la donnée jour de mer, on peut optimiser différemment le planning d'activité du bateau, la période d'entretien, les relèves. Et donc, du coup, on peut revoir le process pour être capable d'être plus performant dans la préparation opérationnelle. Et enfin, dans le domaine des RH, c'est deux sujets qu'on travaille activement. J'en parlais tout à l'heure, c'est le plan annuel de mutation. Et puis, ça peut être aussi sur les données non structurées qui étaient abordées tout à l'heure. L'analyse des rapports sur le moral qui sont élaborés par les équipages pour faire en sorte de détecter les signaux faibles, détecter les points importants et d'aller plus rapidement sur l'analyse. Donc voilà sur les exemples du quoi. Quel type d'amélioration on peut envisager si on est dans une démarche d'amélioration continue? Eh bien, c'est d'abord pour les opérateurs, être capable d'analyser leurs usages pour leur proposer des automatisations sur des tâches un peu répétitives. Et puis leur proposer peut-être des tableaux de bord pour mieux expliquer, mieux comprendre leur environnement, les données qui sont utilisées. Ça, c'est pour la partie opérationnelle. Si on prend pour les mécaniciens, ça peut être le suivi des paramètres.
et le suivi des paramètres pour analyser des tendances, des éventuelles pannes et être dans l'anticipation pour optimiser les périodes de réparation au bon moment et pas les faire quand on est dans une période d'action. Si c'est sur la performance des systèmes, donc c'est le deuxième axe, on peut être sur le HUMS. Donc HUMS, c'est Health Usage Monitoring System. Donc là, c'est l'usage des données pour la compréhension de la performance du système, ce qui derrière permet aux industriels de réfléchir à comment on améliore le système, comment on le qualifie différemment, comment on améliore le design tout simplement, et comment on adapte aux conditions d'emploi pour faire en sorte qu'il soit plus efficace après. Ensuite, ça peut être pour la qualification des nouveaux algorithmes, l'amélioration continue. On se dit bien qu'aujourd'hui, les algorithmes qui sont sur les systèmes doivent être qualifiés. Ça met du temps parce qu'il faut qu'on soit sûr qu'ils fonctionnent dans toutes les conditions. Donc là, l'amélioration, ça va être de dire, on les teste en parallèle, on fait monter leur niveau de maturité, puis on compare. Et à un moment donné, on se dira, l'algorithme est mature et donc du coup, on pourra l'utiliser suivant un processus à réinventer. Et dernier point pour l'entraînement, donc si on revient sur le sujet du scénario opérationnel de tout à l'heure, c'est le wargaming, donc c'est réutiliser les données pour trouver différents scénarios, pour essayer de se positionner sur des scénarios auxquels on pense que les compétiteurs n'auraient pas pensé, et pour s'entraîner. Voilà sur les améliorations. Les données, évidemment, de la marine, ça concerne tous les domaines. Donc, si vous imaginez une potentielle recrue de la marine, ça commence par les RH. Donc, il est recruté, formé, il est géré, et puis ensuite, on suit ses compétences de toute sa durée de vie. Ensuite, il arrive sur son unité opérationnelle. Il fait du maintien en conditions opérationnelles. Donc, il commence par s'occuper de son unité, son bateau, son avion, son sous-marin. Pour ça, il est obligé de faire aussi de la logistique, des finances et de l'infrastructure pour faire en sorte qu'il soit bien connecté, son bateau. Ensuite, avant de partir en mer, il y a la planification de l'activité et le pilotage. Donc ça, c'est en lien avec les gestions par viande pour être sûr qu'il part à la bonne mission, que ça se passe bien. Et enfin, il s'entraîne. Donc, il s'entraîne avant de partir en mer. Il s'entraîne tout seul, en équipage, en force constituée. Et là, du coup, on passe de la terre à la mer. Et en mer, du coup, dans les opérations, les données, ça concerne les senseurs, les systèmes de direction de combat, plus généralement ce qu'on appelle les C4ISR ou la cyber. Donc voilà, vous voyez, les données, vous avez une vision un peu large de ce que sont les données pour la marine. Et avant de passer au comment, je voulais finir par un point. Va-t-on vendre les données? Donc là, c'est une vaste question. On parle souvent de ce sujet-là, j'entends souvent parler de ça. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la marine, on n'est pas dans un domaine d'activité comme Facebook. On ne fait pas du ciblage ou du marketing pour suivre ses clients. Et on n'est pas non plus comme dans le monde de l'automobile où il y a un marché de plus d'1 milliard d'euros qui est en croissance sur la valorisation des données. Nous, c'est pour la performance opérationnelle. Donc ça veut dire que c'est un peu dual la donnée. C'est un peu le Bitcoin, donc au sens où c'est un peu une monnaie de troc pour qu'on puisse améliorer les capacités. On le travaille déjà avec un certain nombre d'industriels pour leur mettre à disposition en échange. Ils travaillent sur la donnée, c'est pas gratuit, il y a un donnant-donnant. Mais c'est en même temps du pétrole. Ça veut dire que c'est à raffiner, c'est une matière brute et il y a plein d'étapes. Et pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, c'est un peu explosif. Donc ça veut dire qu'il faut travailler 3 points qui sont hyper importants. C'est la confiance. Ça veut dire que la donnée, il faut l'utiliser pour progresser et pas dans une logique de défiance. Sinon, on n'arrive pas à construire. Deuxième point, ça doit se faire en transparence. Ça veut dire que la marine a connaissance de toutes les données. Et pour revenir à tiers de confiance tout à l'heure, elle partage et elle fait en sorte de partager les résultats pour qu'on progresse. Et en équilibre, ça veut dire qu'on est garant du respect du besoin de reconnaître la propriété intellectuelle des différentes parties pour faire en sorte qu'on respecte bien confiance, transparence, équilibre. Donc c'est un processus long et c'est pour ça qu'il y a différentes étapes. On passe au comment. Donc avant de rentrer sur la finalité du comment qui décide les données pour les croiser, je voulais juste revenir sur ce cycle de valorisation des données qu'on applique dans la marine en 4 étapes. Donc vous avez sous les yeux, c'est collecter, capitaliser, distribuer, exploiter. Donc d'abord, collecter, c'est définir sa donnée, définir de quoi on parle. C'est un travail un peu notarié, mais qui est hyper important. Il faut rentrer dans le détail de comment elle est codée, tous les combien on la récupère et à quoi elle sert, pour qu'on puisse avoir un catalogue de sa donnée. Ensuite, capitaliser, ça veut dire la noter, décider ce qu'on stocke, alors ça peut être à terre, en embarqué, par rapport à ce qui était défini dans la collecte. Distribuer, donc sur stocker, il y a capitaliser, il y a un enjeu fort de souveraineté. Et aujourd'hui, compte tenu des enjeux autour de la donnée, il faut en être propriétaire. Donc pour en être propriétaire, ça veut dire que la marine la stocke. Donc, du coup, la marine n'a pas trouvé mieux que stocker sa donnée elle-même pour être garante de la propriété de sa donnée, par rapport aux lois qui peuvent exister comme Cloud Act ou FISA par exemple, si on prend ces deux-là qui sont bien connus. Troisièmement, c'est la distribuer. Donc ça veut dire définir le niveau de confidentialité de la donnée considérée pour ensuite être capable de gérer avec qui on la partage et dans quelles conditions. Et enfin, l'exploiter, ça veut dire la visualiser,
Ça veut dire la corréler, la fusionner ou l'analyser. Voilà. Une fois que ce cycle est défini, on ne l'aborde pas n'importe comment parce que c'est très vaste. Donc, ça veut dire que le sujet du comment, ça doit être abordé par cas d'usage. Cas d'usage comprend besoin militaire dans notre langage. Besoin militaire veut dire qu'on part d'un irritant, on définit un gain pour certaines personnes, ce qu'on appelle persona en anglais. Et puis, et du coup, on se focalise sur l'amont, la définition des données, et l'aval, qui sont les applicatifs ou les applicatifs ou les services associés à la valorisation de la donnée. Et à cette occasion-là, on définit le niveau de confidentialité des données concernées, avec qui on va les partager, dans quelles conditions, pour pouvoir les taguer, et puis ce qu'on stocke, au juste besoin évidemment, parce que sinon c'est infini, donc c'est d'où la logique de cas d'usage. Donc si j'ai un conseil à formuler sur le comment, avant de passer à la conclusion, c'est bien se focaliser par cas d'usage sur l'amont, la définition de sa donnée, et l'aval, les applicatifs que ça apporte, pour que ce soit hyper concret et que du coup ce soit efficace et impactant. Et on peut finir mon propos sur... On commence tout de suite. Donc la marine, nous, on veut accélérer la transformation numérique du combat naval grâce à la donnée. On y croit beaucoup, c'est un axe stratégique fort. La donnée, c'est à la fois le Bitcoin, c'est ce que je disais. Donc c'est une monnaie d'échange pour qu'on puisse commencer à accélérer et qu'on se mette dans une logique d'expérimentation. C'est un état d'esprit de co-construction, ce qu'on fait déjà avec nos industriels, maîtres d'œuvre industriels comme Thales, Naval Group, MBDA, qui se font suivant des principes de confiance, transparence, équilibre. C'est hyper important pour co-construire et qu'on soit bien dans une logique d'amélioration continue, dans le respect du besoin d'en connaître et de la propriété intellectuelle, évidemment. Mais c'est surtout la donnée une affaire de talent. Donc ça, c'est la force des marins. C'est ça, c'est notre grande force. C'est la connaissance des besoins opérationnels et l'expertise qui permet de confronter le besoin avec l'état de l'art des solutions pour initier cette transformation. Voilà. Donc pour finir, la marine consacre un effort financier et RH important à la donnée, parce qu'elle est convaincue que c'est un acte de supériorité opérationnelle important. Donc pour ça, on a une feuille de route qu'on met à jour régulièrement, parce que c'est important d'avoir une feuille de route pluriannuelle, mais qu'on met à jour par pas incrémentaux, pour être capable de s'adapter en permanence, parce que c'est des sujets qui sont un peu itératifs et un peu expérimentaux. Et on a une structure avec un directeur des données marines, avec un adjoint Chief Data Officer, un centre à Toulon qui est composé de plus de 20 personnes, et une vingtaine de référents métiers au sein de la marine qui travaillent sur leur cas d'usage, leurs données dans tous les domaines pour faire en sorte qu'on progresse petit à petit et qu'on s'approprie cette transformation. Voilà, j'en ai fini, puis une dernière slide. Okay. De conclusion. Tu l'as lu ou... Non, c'est bon. Bon. Ok, merci commandant. Donc moi je retiens quelques mots-clés avant de vous poser une question. Déjà, cette démarche extrêmement concrète avec la création de ce centre de service de la donnée marine, l'ouverture maîtrisée des données sur les différents aspects que vous avez évoqués, l'amélioration continue, donc sur les 4 axes, pour les marins, pour la perte des systèmes, pour la qualification des nouveaux algorithmes et puis pour l'entraînement. J'ai bien apprécié aussi l'expression la data comme pétrole à raffiner. Donc effectivement, avec tous les enjeux qu'il y a derrière. Un enjeu très fort, mais on aura l'occasion d'y revenir, c'est tout ce qui concerne la notion de la capacité à désiloter entre tous les acteurs impliqués, donc que ce soit les militaires, les industriels, l'écosystème, etc., en tenant compte des contraintes de stockage, de confidentialité, etc. Je vais vous poser tout de suite une première question parce que ce centre d'expertise de la donnée, là, centre de service de la donnée marine, qui a été créé donc fin 2020, là aujourd'hui vous avez pratiquement 2 ans et demi de retour d'expérience en termes de soutien, de valorisation de données. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de rétex sur ces 2 ans et demi d'expérience de ce centre? Oui. Alors déjà, c'est un sujet, la donnée, c'est un sujet vraiment abordé avec humilité, parce que c'est complexe, ça transforme, c'est ce qui était dit tout à l'heure, mais il y a un gros sujet culturel de conduite du changement, c'est à la frontière entre l'organisation, la technique, les processus. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut l'aborder par cas d'usage. Et la première étape, c'est travailler sur l'aspect cartographique des données. Ça, c'est hyper important, par cas d'usage, bien définir les données pour savoir lesquelles on va stocker, comment on va les stocker dans un format qui est accessible pour qu'on puisse ensuite travailler sur les croisements. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas sortir les données, on ne peut pas les désiloter. Donc ça veut dire que du coup, nous, on a abordé le sujet d'abord par l'aspect infrastructure, où on a mis en place une infrastructure, ensuite sur l'aspect cas d'usage, où on a travaillé sur les premiers applicatifs, et là, le troisième axe qu'on a travaillé, qui est le plus important, qui est un peu plus fastidieux, mais c'est l'aspect cartographie, qui sous-tend tout le reste. Si on ne fait pas ce travail méthodologique d'accompagnement pour ensuite définir l'organisation qui va avec, ça ne peut pas marcher. Donc la carto.
Ensuite, deuxième point, c'est que le besoin de stockage, forcément, il va croissant. Hein. Nous, on estime, là, on a déjà plus d'1 péta de stockage pour les besoins qu'on a, et on imagine qu'il faudra à peu près l'équivalent tous les ans pour monter en puissance si on veut continuer à stocker. Donc ça veut dire que nécessairement, c'est un travail de fond qu'il faut avoir pour être capable de stocker ces données, pour ensuite les partager et les valoriser. Et puis, troisième point, je parlais tout à l'heure de la co-construction avec les industriels. Alors, c'est un peu technique, mais c'est important quand même, c'est d'avoir des outils qui permettent de partager avec d'autres. Parce que la force des technologies cloud et puis de l'accélération qu'il y a eu, et puis on peut voir sur ce qui se passe sur ChatGPT, c'est que les gens travaillent dans le monde entier, en fait, ils collaborent. Donc, nous, c'est pareil, si on veut pouvoir accélérer, il faut avoir des outils qui permettent de partager les données avec les industriels, pouvoir travailler à distance, aussi les échanger. Donc ça, c'est le rétexte qu'on a. Bon, c'est un cours de traitement, mais qui est un sujet plus compliqué dans le domaine de la défense, compte tenu évidemment du niveau de confidentialité. Donc la carto, le stockage, le partage. Et les outils de partage. Très bien, parfait, merci. Je vais laisser maintenant la parole à l'armée de terre. Donc, il n'y a pas beaucoup d'officiers de l'armée de terre dans la salle. Mais du coup, voilà, vous avez 15-20 minutes, colonel. Bien. Mesdames, Messieurs, donc, mon exposé va porter sur la valorisation opérationnelle de la donnée numérique, en commençant par 3 exemples. Anciens, avant l'ère du numérique. D'abord, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le recueil des données sur les dégâts causés, en fait, les points d'impact sur les bombardiers alliés au-dessus de l'Europe, qui était un recueil effectué par les Alliés, américains et britanniques, qui a servi à déterminer l'ensemble des points à renforcer sur la structure des 10 avions pour limiter les pertes. Deuxième exemple, américain dans le Pacifique, le recueil systématique des données sur les réactions des différents navires aux attaques par kamikaze. Le but étant, in fine, de définir les bons comportements à avoir, sachant que ce ne sont pas les mêmes si on a des gros bateaux ou des petits bateaux. Je pourrais répondre à la question après. Troisième exemple, terre, côté allemand, ce qui s'appelait les feuilles de trèfle et les feuilles de tilleul autour des chars, qui servaient en fait à représenter les données sur les zones de vulnérabilité et les possibilités d'engagement face aux différents chars adverses possibles. Donc la zone dans laquelle le char adverse ne devait pas rentrer parce que sinon le char était vulnérable, et ensuite les zones sur lesquelles il était possible de les prendre à partie en les neutralisant. Donc la donnée n'est pas forcément un sujet nouveau, mais aujourd'hui avec le numérique, on a des possibilités nouvelles de stockage, de structuration des données, de calcul pour le combat collaboratif comme pour la décision opérationnelle, pour le rétex, etc. Et c'est véritablement une capacité autour de la donnée qui est à organiser, à mettre en place ou à renforcer. 3 parties dans mon propos. D'abord, un bref panorama sur les données disponibles. Ensuite, quelques illustrations sur les valorisations possibles. Et puis après ça, la troisième partie, peut-être le plus compliqué, comment y arriver. Le panorama sur les données disponibles aujourd'hui, on a quand même, d'un point de vue numérique, énormément de données sur le milieu, sur les milieux. Les données cartographiques, c'est une des bases des données pour le domaine terrestre. Elles sont aujourd'hui extrêmement fortement disponibles en format numérique. Peut-être insuffisamment utilisées, mais en tout cas, elles existent et elles sont disponibles. Ce qui apparaît fortement, c'est au niveau des véhicules, toutes les données qui sont liées à la vétronique, donc au fonctionnement de la plateforme, et également les données liées aux capteurs. C'est dans le monde terrestre, les données des capteurs, notamment des capteurs optroniques, un petit peu une révolution parce que jusqu'à présent, sur tous les engins qui étaient en service, les engins dits un petit peu legacy, il n'y a pas d'optronique, il n'y a que de l'optique voie directe. Donc ça veut dire, en fait, pas de données d'un point de vue numérique. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des capteurs optroniques parce que toutes les lunettes, toutes les jumelles sont désormais des optroniques. Les systèmes de commandement qui sont fortement producteurs de données, plus ou moins structurées, plus ou moins bien structurées, sur la situation tactique, les positions, les ordres, les comptes rendus, les demandes de tirs divers, appuis et les aspects de logistique. On a toutes les données liées à la simulation,
numériques, à la fois autour de l'entraînement et aussi les possibilités de génération de données de synthèse. On a les données organiques. Et dernier point également, on a tout ce qui est algorithme. Alors, les algorithmes, c'est difficile de savoir si c'est de la donnée proprement dite. Mais ce qui est sûr, c'est que les algorithmes, on a besoin de les entrer dans les systèmes, on a besoin de les faire vivre. Et puis, c'est la clé, notamment quand on va aller vers les systèmes robotisés. Les systèmes robotisés, forcément, il faut qu'on définisse leurs algorithmes et qu'on leur donne leurs algorithmes. Du point de vue terrestre, il y a un certain nombre de limites. Notamment le fait que plus on veut de la donnée fine, précise, en particulier sur le milieu, plus le coût devient exorbitant. Alors, c'est très compliqué d'expliquer que si on veut avoir une connaissance fine du terrain au profit du fantassin débarqué, ça va coûter plus cher que si on veut l'avoir pour un simulateur Rafale. Mais la réalité des prix, c'est celle-là. Des problèmes ou des sujets de volume. Aujourd'hui, très clairement, un engin complètement optronique pour l'armée de terre, ça va produire des données en volume comparable à celui d'un avion ou d'une frégate. On compte à peu près 32, on peut compter jusqu'à 32, voire plus, téraoctets de production de données par jour pour un engin de combat. Un GTIA, c'est une soixantaine, voire plus, 80 engins de combat. Donc, en faisant un petit peu de mathématiques, on s'aperçoit qu'on génère des masses de données qui sont insurmontables, sachant qu'on a également une contrainte sur les flux, qui est qu'on passe par des échanges essentiellement en fréquence VHF ou HF avec des capacités et des débits qui sont extrêmement réduits. On fait passer des octets, peut-être des kilooctets, mais pas des téraoctets ou des pétaoctets. Voilà. Donc il faut qu'on arrive à réconcilier tout ça un petit peu. À quoi ça peut servir tout ça? Quelles sont les valorisations qu'on peut faire autour des données? Donc les valorisations, ça va être des données, de l'algorithme et puis de la capacité de calcul qu'il faut qu'on prenne également en compte parce que le refroidissement et la capacité de calcul, c'est compliqué à mettre dans un blindé. Dans un blindé, c'est toujours une difficulté d'avoir la bonne climatisation pour l'électronique. Et sachant que quand on parle climatisation dans un blindé, petite digression, généralement on pense au confort de l'équipage. Et donc on dit, ah ben, l'équipage, il peut se passer de climatisation. Ouais, mais en fait, l'équipage, oui, il peut se passer de climatisation. L'électronique, beaucoup moins. Au niveau le plus bas, les valorisations, c'est autour du combat collaboratif. Donc ça commence véritablement au niveau du groupe de combat, de l'équipage. C'est de l'assistance à la surveillance et à la détection par des algorithmes au sein des capteurs et la capacité à bien détecter des menaces, éventuellement à aider à les reconnaître et les identifier. Le tout pour l'autoprotection. Et donc être capable de répondre rapidement à la survenance d'une menace, sachant que ça va aussi vite dans le milieu terrestre que dans la plupart des autres milieux. Dans le milieu terrestre, la menace de l'embut-flèche de char, pour mémoire, ça a des vitesses initiales qui sont un peu inférieures à 2000 mètres par seconde et ça tire jusqu'à 3000, 4000 mètres. Donc la durée de réaction est de l'ordre de la seconde, voire moins. La protection collaborative, en fait, c'est là où on commence à rentrer véritablement dans des aspects de combat collaboratif. En fait, c'est la transmission d'une menace pour que ce soit le voisin qui riposte. Alors tout ça, je pense que c'est, pour des marins, ça paraît évident. Dans le domaine terrestre, en fait, on commence à découvrir les échanges de données qui permettent de faire ces actions collaboratives qui étaient plus propres au milieu aérien et au milieu maritime. La collaboration avec les robots. Typiquement, demain, on a besoin, et ça s'appuiera bien sur de la donnée, de donner des ordres à des robots qui soient plus simplement de les télécommander. Parce que quand on télécommande un robot, c'est un équipier qui est pris, qui est occupé à plein temps, et qu'en plus, il faut protéger. Voilà. Donc, c'est pas que pour ça, mais on en a besoin pour ça, et on a besoin que les robots soient capables de communiquer avec l'humain et transmettre de la donnée, certainement de la donnée structurée. Tout ce qui est lié également au soutien logistique. Au niveau tactique, donc ça veut dire au niveau des sous-groupements tactiques interarmes, des groupements tactiques interarmes, des brigades, le point important, c'est déjà la connaissance de la situation amie au travers de ce qui est le Blue Force Tracking.
en fait, savoir exactement où sont tous les différents éléments. Là aussi, on gagne progressivement grâce à la donnée et à toutes les numérisations. L'élaboration des ordres, pour avoir des ordres clairs, partagés, et que la donnée tactique soit la même pour tout le monde. Alors ça peut paraître idiot, mais le fait de transmettre une donnée qui est une limite entre deux unités, qui est une donnée numérique, et qui est absorbée dans les différents systèmes d'information tactiques vers le bas, c'est pas une révolution, mais c'est quand même une nouveauté, et puis c'est quand même un facteur de précision. C'est-à-dire qu'on arrête de se poser la question, au fur et à mesure de la recopie des calques à la main, si, oui ou non, le village de Tartemuche, il est à l'unité de droite ou à l'unité de gauche. C'est également des moyens pour faire de la confrontation de mode d'action et pour mieux prendre en compte pas mal de facteurs externes liés à l'environnement, à la météo, au climat, etc. etc. Avec la donnée et en termes de valorisation, on peut également améliorer l'appréciation de situation, c'est-à-dire au travers de l'extrapolation de situations amis et ennemis par rapport à une connaissance qui ne restera jamais que partielle de l'ennemi. Mais au point, on peut simuler les évolutions telles qu'on les conçoit en doctrine et vérifier si en fait la situation telle qu'on la connaît reste conforme et s'il y a mesure à prendre ou pas. Organiser tout ce qui est mouvement et stationnement. Le champ de bataille terrestre, apparemment, c'est vide, mais en fait, il y a tellement d'acteurs qu'il y a de grosses questions de flux et de stationnement à organiser. La logistique, bien sûr, et puis, ultime valorisation, en fait, tout ce qui est lié au retour d'expérience, à l'évaluation de la doctrine, des comportements, etc., en s'appuyant sur les données à la fois d'entraînement et sur les données opérationnelles, pour valider le fait qu'on a la bonne doctrine ou les évolutions à faire en termes de doctrine et de comportement. Au niveau supérieur, deux aspects de valorisation importants. La mise sur pied de la force, en fait, les données, c'est un actif extrêmement précieux, et notamment les données plus organiques qu'opérationnelles, pour être capable de générer une force rapidement avec tous ces éléments, tout son personnel, tous ses équipements, et j'en passe. Et de bien se rappeler que quand on gagne 1 ou 2 jours sur la mobilisation, à une certaine époque, c'était quand même la victoire ou la défaite déjà. Et également sur la préparation opérationnelle pour, en fait, comme ça a déjà été évoqué autour de la frégate, bien employer le temps et les ressources qu'on a pour que les unités de l'armée de terre atteignent le meilleur niveau et qu'on sache quel est leur niveau. Pour passer au comment, déjà, il est important de prendre en compte la réalité du combat terrestre, du combat et du combat terrestre. Une première réalité qui est évidente pour les militaires, mais qui n'est pas forcément quand on sort du monde militaire. C'est que l'ennemi n'est pas coopératif. Ce qui veut dire, d'un point de vue données et intelligence artificielle notamment, qu'on n'aura pas ou quasiment pas de réelles données en contexte opérationnel avant l'engagement, avant la guerre. On aura des données approchantes, certainement plus pour la marine et pour l'armée de l'air que pour l'armée de terre, mais très clairement, aujourd'hui, comment un char Leclerc, un blindé Jaguar, va voir avec ses capteurs optroniques un T-90M ou un T-14 Armata, je ne sais pas. Et on n'a pas nécessairement de données. Et on n'aura pas de données avant l'engagement. Donc, on peut me promettre de qualifier des tas d'IA. En fait, on n'aura pas d'IA réellement qualifiée au même, comme une voiture Google, comme une Google Car ou une Tesla, en termes de voiture automatique. Parce qu'on n'aura pas mis nos engins dans les réelles conditions opérationnelles dans lesquelles ils vont se retrouver. Et on ne va pas déclencher un conflit pour les mettre dans ces conditions. Voilà. C'est une vieille idée qui vient de Foch, qui est que la guerre n'est pas une école parce qu'on ne déclare pas la guerre pour apprendre. Deuxième aspect, l'environnement du combat terrestre. Donc c'est un environnement sur lequel on a beaucoup de données, mais c'est essentiellement de la donnée de connaissance. La carto, ça reste une connaissance et qui n'est pas une vérité objective. C'est-à-dire que la cartographie qu'on a, l'écrit des ponts, des infrastructures, etc. Néanmoins, elle ne nous dit pas si quelqu'un a détruit ou pas le pont.
et nos systèmes de cartographie, le jour où l'ennemi il fait sauter le pont, eh ben, en fait, ils ne sont pas mis à jour. Le pont, il continue à apparaître, et dans les modèles décisionnels, dans les cherchemins, etc., il continuera à apparaître. Donc, ce n'est jamais qu'une connaissance. Ce n'est pas la réalité physique et objective. Les sujets de connectivité, on va rester sur des connectivités limitées, et oui, on va continuer à avoir des besoins ou des capacités d'échange qui sont de l'ordre du modem 56K, et pour longtemps. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement frugal, et qu'on arrive aussi à faire un travail d'optimisation des données qu'on a besoin d'échanger et de structuration, parce que de la donnée structurée, ça prend quand même beaucoup moins de place à échanger. Les affaires de friction. Et enfin, un dernier aspect de réalité du combat terrestre, mais qui est là aussi assez général, c'est la question du brouillard de la guerre. Donc la brouillard de la guerre, ça peut être la méconnaissance, mais c'est aussi un aspect intrinsèque, c'est que le meilleur mode d'action, très souvent, c'est un choix probabiliste entre deux états. Le fantassin, il est bien posté, il a sa meilleure manière d'être posté, c'est avec une probabilité d'être à droite de l'arbre en boule, une autre probabilité d'être à gauche de l'arbre en boule. Le problème, c'est que le fantassin, ça a beau être un fantassin félin, il n'a pas forcément l'agilité du chat de Schrödinger. Donc il y a un moment où, quand on s'appuie sur la donnée et sur l'interprétation de la donnée et sur tous les modèles décisionnels, il faut qu'on choisisse. Et le chef, il devra choisir, même s'il doit bien comprendre que, en fait, c'est un choix qui doit être fait sur quelque chose où la meilleure valeur est aléatoire. Voilà. C'est quasiment comme en bourse. Ce qui amène à la question de l'emploi. Il y a la question en fait, de la capacité qu'on a à traiter les données et donc la partie technique, mais il y a aussi la capacité et d'abord l'emploi de cette capacité. Et pour ça, il y a un travail à faire d'acculturation et d'intégration dans les processus. La valorisation de la donnée, le service de la donnée, ça n'a pas vocation à révolutionner les processus d'état-major, ça a vocation à être bien compris par les chefs et par les états-majors et les chefs de tout niveau pour être bien employés, pour que la donnée soit bien employée, bien générée, bien employée. Pour ça, il y a un élément important, à mon sens, c'est d'apprendre à sortir du mode PowerPoint, qui a le dramatique inconvénient d'être what you see is what you get, où vous l'avez voulu, tant pis pour vous, et dans lequel, en fait, on ne génère pas de données. On génère des images, mais pas de données. Sachant que, par ailleurs, en fait, tout le monde ne lit pas nécessairement les fichiers XML, CSV ou binaires dans le texte. Voilà, donc, il faut quand même bien penser aux aspects de présentation, c'est extrêmement important. Mais il faut aussi acculturer les gens pour qu'ils produisent de la donnée et qu'après ça, au travers de la production de données, ils fassent la différence entre la donnée et sa mise en forme, et également ça commence à faire évoluer la culture pour bien prendre en compte la décision ou l'information qui est portée par la donnée et qui peut être valorisée et qui peut être prise en compte dans une décision de commandement. Et pour ça, il faut prendre en compte la réalité des algorithmes. Un algorithme, il est toujours là pour répondre à une question. Il est là pour répondre à un problème, généralement posé sous forme d'optimisation, mais en tout cas, il est là pour répondre à une question. Il est choisi et utilisé dans un domaine d'emploi. Même ChatGPT, il y a son domaine d'emploi. Et puis, posez-lui des questions sur le renouvellement des composantes stratégiques nucléaires de tel ou tel pays. C'est marrant, mais il vous dira non, en fait, je ne réponds pas à la question parce que c'est du domaine des armements et que ce n'est pas bien et que je n'ai pas à répondre à la question. Voilà. Après ça, il fournira quelques indications, mais il ne répondra pas, parce qu'il est bordé en termes de domaine d'emploi. Maintenant, un algo militaire ne sera pas nécessairement bordé en termes de domaine d'emploi, mais il a besoin qu'il soit connu. On a besoin également d'explicabilité. Très clairement, il faut que le chef qui va bénéficier ou qui va être appuyé par un algorithme, que ce soit pour l'optimisation de ces flux, de ces mouvements, etc., il comprenne et il soit capable de comprendre le résultat, in fine, et la manière dont on est arrivé au résultat. Ce n'est pas parce que c'est explicable que l'algorithme est déterministe.
parce que parfois on peut avoir besoin d'utiliser des valeurs aléatoires et stochastiques, mais on sait où on a mis le hasard. Et on est capable d'expliquer à peu près et de revenir en arrière pour expliquer pourquoi, et ça a donné tel ou tel résultat. Et également, le fait qu'on aura besoin de faire évoluer, paramétrer, mettre à jour nos algorithmes dans le contexte opérationnel pour assurer qu'ils restent en permanence pertinents. Et ça, c'est un service qui doit être rendu jusqu'au plus bas et qu'on ait la capacité de faire ça jusqu'au profit des engins qui sont au sein des SGTIA. Et donc, il faut savoir comment on va organiser la capacité de calcul, les traitements, les remontées de données et les redescentes de paramétrage. Donc, pour ça, il y a en fait une place forte pour une RH qui allie à la fois la compétence métier de l'armée de terre et la compétence algorithmique et qui sert le numérique, en fait, pour aider à la décision et au traitement des problèmes complexes opérationnels, transformer également les données rétex, les données en rétex et en doctrine, travailler et mettre au point tous les algos de combat collaboratifs de systèmes autonomes, organiser et optimiser les flux de données opérationnelles pour savoir quelles sont les données dans les 32 Tera que peut produire un engin qu'on va garder ou pas, et qui soient employables jusqu'au niveau tactique. Donc en fait, en conclusion, ce dont on a besoin, ce qui existe déjà de manière embryonnaire autour des capacités de recherche opérationnelle, c'est d'une vraie capacité au sens d'ORES qui soit employable, et c'est l'enjeu principal, peut-être plus que les données, et qui ait une capacité, qui a un appui. Au sens de l'armée de terre, ce serait une artillerie décisionnelle qu'on sache employer en travaillant utilement à son profit pour la création de données et pour l'exploitation des résultats et par les missions qu'on lui donne, de sorte à ce que les résultats soient compris et que le général, qui dans chaque cas particulier prend sinon les meilleures dispositions, du moins des dispositions rationnelles, a toujours des chances d'atteindre son but, et que cet aspect de service de la donnée, de capacité donnée, lui permette de remplir cet objectif. Alors cet objectif de prendre sinon les meilleures dispositions, du moins des dispositions rationnelles pour atteindre son but, là encore, c'est pas de moi, c'est de Moltke sur ses différents enseignements après la campagne de 1070, repris par Foch. C'est peut-être pas très ambitieux de prendre des dispositions rationnelles et les meilleures, mais en tout cas, a priori, d'après certains, ça marche. Voilà, j'en ai terminé. Très bien, merci colonel. Bon, j'avais noté quelques mots-clés, mais comme le temps passe, je vais aller directement à une première question que je voulais vous poser. Commandant Gérard nous a parlé donc, du centre de données. Qu'en est-il au niveau d'un éventuel centre de données terre, et en élargissant dans un contexte de combat collaboratif, de M2MC, etc., au niveau interarmé? Dans ces cas-là, sous pilotage de qui? Comment pourrait s'articuler cette coordination de la donnée au niveau interarmé? Et après, plus tard, éventuellement, interallié. Très vaste. Alors, au niveau T, on n'a pas forcément encore formellement de centre de service de la donnée. On a déjà des capacités d'analyse de recherche opérationnelle qui traitent de la donnée, qui ont des plateformes de travail dessus, qui sont engagées dans le cadre de l'exercice Orion, par exemple, d'un point de vue opérationnel. Donc, on va bâtir dessus, mais un petit peu en retard peut-être dans la formalisation. En tout cas, c'est quelque chose qu'on est en train de construire. D'un point de vue réflexion sur l'interarmée, pour l'instant, nous, on essaye aussi de descendre d'une capacité centrale vers le bas, vers le tactique. Et quand on y réfléchit, en fait, on s'aperçoit qu'une mutualisation, oui, on a besoin de grouper des compétences pour avoir des masses critiques suffisantes. On a aussi besoin que ce soit partagé vers les commandements subordonnés. C'est-à-dire que typiquement, aujourd'hui, d'un point de vue organique, on en a des éléments au niveau de la DRHAT, au niveau de la CIMT, donc maintenance et RH. Et en fait, le profil distribué, c'est le bon profil. Donc, dans une approche interarmée, en interarmée, aujourd'hui, il y a un centre d'analyse technico-opérationnelle qui est d'emploi conjoint entre l'EMA et la DGA. Je pense que ça peut rentrer dans ses missions, dans son appui et dans les appuis qu'il peut nous fournir également.
mais il est important que chaque armée garde une capacité en propre et renforce ses capacités en propre. Après ça, sur les coopérations avec les alliés, il y en a qui existent déjà aussi. Oui, ce sera un vrai sujet à travailler parce que on aura et on a des besoins d'échange de données avec nos alliés. Typiquement, si on est engagé en opération dans une zone quelconque et qu'on a déjà une bonne connaissance et des bonnes données et des bons algorithmes de combat collaboratif qu'on est capable d'employer ou de détection et autres, correctement entraînés, on aura tout intérêt à donner ce qui sert pour les entraîner ou prêter des algorithmes à nos alliés qui seront à côté de nous pour combattre avec nous. Voilà. C'est une petite réflexion et je pense que la réciproque est vraie, notamment avec les alliés de taille comparable. Okay, ouais, 2 points de complément. Je pense que le premier besoin par rapport à tes questions, c'est déjà qu'il y ait des centres par armée, parce qu'il faut que ça réponde à des cas d'usage hyper concrets, ce qui est important, comme on voit que c'est des sujets très prospectifs. Ce qui n'empêche pas après les croisements. Chacun a son centre, après par rapport au cas de chaque arme, de terre, marine, armée de l'air, et bien, du coup on peut échanger des données et puis travailler sur des cas un peu plus complexes. Et ça doit bien être une logique au plus près du terrain quand même. Et après, pour ce qui est du niveau du dessus, alors ça ne concerne pas du coup directement les armées, ça veut dire peut-être au niveau interarmée. Donc là, oui, ça peut être l'étape d'après, d'avoir une vision plus transverse au niveau opératif, stratégique. Mais là, bon, ça dépasse nos sujets. Et après, pour ce qui est interopérabilité, le premier sujet, c'est déjà définir les standards et puis les normes. D'où la définition des cas d'usage. On travaille beaucoup ça à l'OTAN avec ce qu'on appelle FMN, Federated Mission Networking, pour définir les standards d'interopérabilité avec l'OTAN. Ça commence déjà par ça, pour qu'on ait un langage commun pour pouvoir ensuite échanger les données. D'accord. Je vais prendre une ou deux questions, mais je reviens juste aussi, colonel. Vous avez mis en exergue la nécessité de frugalité, les débits limités, etc. et la masse, le volume croissant d'informations qu'on récupère. Comment est-ce que vous envisagez de gérer le dilemme transmission de cette information avec la discrétion électromagnétique requise dans l'affrontement d'aujourd'hui? En n'hésitant pas à employer des estafettes. D'accord. À l'ancienne. Hein. Ouais, non, mais en fait, la question, elle va être déjà de sélectionner. Non, mais la question, elle est déjà de sélectionner les données qu'on va effectivement enregistrer, ce qui est un premier travail. Le deuxième travail, c'est de prévoir les modalités de transfert par rapport aux besoins et aux délais de traitement. On n'a pas besoin d'avoir un échange de 30 téraoctets en flux continu pour valoriser les données qu'on recueille sur un engin, qu'on enregistre sur un engin. Voilà. On peut faire du traitement à froid ou à tiède. Il y a un exemple que je n'ai pas pris, mais dans beaucoup de films des années 60-70, on voit films de guerre, on voit des avions qui se font abattre avec des ciné mitrailleuses. Les Américains avaient mis sur leurs avions de chasse pendant la Deuxième Guerre mondiale des caméras qui étaient déclenchées avec le tir. Ce qui explique qu'on a effectivement des shoots en direct. Ça servait à deux choses. D'abord, à vérifier les kills, à vérifier les avions abattus, et la deuxième chose, à améliorer la performance des tireurs, des chasseurs, pour bien leur montrer comment faire de bonnes passes de tir. Et ça, c'est de l'analyse à froid. Ce n'est pas de l'analyse chaude. Et on peut tout à fait utiliser des données sélectionnées qui sont transmises par estafette, parce que un téraoctet, c'est un disque dur. Voilà, donc si on arrive à ce qui est faisable, à sélectionner les données qu'Ortien, et après ça, on organise le circuit des estafettes, c'est réalisable. Mais il ne faut pas qu'on pense que ça va passer par des éléments de connectivité électromagnétique. Bon, moi, si je peux compliquer, de toute façon, but de nous, c'est clair que la connectivité, ça restera toujours le facteur limitant. Donc, ça veut dire qu'il faut être le plus frugal possible dans les échanges, hein, c'est évident. Et ça, ce sera tout le temps, parce que de toute façon, plus la performance va augmenter, plus il y aura besoin de données. Et même si la bande passante augmente, de toute façon, il n'y aura jamais assez. Donc, ça veut dire que sur le même principe, nous, il y a deux axes qu'on travaille. Hein, on peut imaginer très bien des ravitaillements à la mer de données. Comme on fait les ravitaillements en gazole, demain on peut très bien faire des ravitaillements, on récupère les données, comme ça on peut les traiter après, ça c'est envisageable. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des quais de déchargement. Donc le bateau arrive, pof, on récupère ces données.
Et puis, pour l'instant, ça reste à la main, forcément, vu les débits. Pour l'instant, enfin, vu les débits nécessaires, c'est forcément comme ça. J'ai 2 pages de questions, mais il y a aussi plein de questions qui arrivent sur le chat, et puis je vous donnerai aussi la parole. Je rebondis là sur une question du chat, et puis une que j'avais en même temps, pour vous, Didier. Quelle place pour l'intelligence artificielle dans cette valorisation des données opérationnelles, et quel type d'intelligence artificielle? Et enfin, une autre question qui est un peu sous-jacente autour de la cybersécurité, qui est posée par le chat là. Comment voyez-vous l'évolution des mesures de cybersécurité pour faciliter le partage des données sur les différents niveaux de confidentialité? Donc, sur l'IA et sur la cybersécurité avec les notions de confidentialité. Oui, je commence par la cyber, effectivement, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce matin, mais il est clair que la donnée, on l'a bien compris, devient une sorte de matière première, peut-être un pétrole qui est de plus en plus précieux, à partir duquel on va fonder un travail d'analyse fait de manière plus ou moins automatique pour acquérir une supériorité. Et il est clair que ce gisement de matière première est vulnérable. Et il faut donc le protéger. Donc, comme c'est un gisement qui va prendre une forme numérique quand même assez massive, la question de la manière dont on va sécuriser à la fois le recueil de l'information pour pas qu'elle soit falsifiée, par exemple, ou qu'on en soit privé, hein. La transmission de l'information, le stockage de l'information, il est évident que la question de la cybersécurité se pose de manière renforcée. Alors, est-ce que ça implique qu'on fasse plus que ce qu'on fait aujourd'hui? Certainement, hein, c'est-à-dire que les mesures de cybersécurité deviennent encore plus nécessaires et importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse différemment? Peut-être aussi. Hein, peut-être qu'il faut passer à une vision de la cybersécurité à travers, par exemple, la question de la sécurité portée par les données. Hein, est-ce que la solution ne sera pas dans le fait que la donnée soit capable de se sécuriser elle-même? Enfin, là, c'est vraiment pas une vision de questions techniques par un non-technicien du tout, hein, mais je pense que l'idée qu'effectivement, il faut que la cybersécurité soit plus extérieure à la donnée, mais qu'elle soit portée par la donnée, me semble effectivement être une des questions centrales. Non, si on peut compléter sur ce point-là, en fait, le sujet, c'est ce que vous disiez, c'est la data-centric security, on n'en a pas parlé trop ce matin. Donc nous, c'est un axe stratégique fort, hein, enfin, au niveau des armées, évidemment, mais ça commence déjà par, c'est pas magique, hein, ça commence déjà par définir ces données, savoir ce qu'on partage, comment on les partage, dans quelles conditions on accepte de les partager ou pas, définir les scénarios de manière dynamique, parce que ça va changer l'approche, donc ça suppose déjà de bien savoir ce qu'on veut faire. Et après, il y a toute une feuille de route là-dessus à l'OTAN qui est partagée, hein, de monter en puissance pour aboutir à ça, mais pour l'instant, il y a pas mal de limitations. Donc, il faut d'abord commencer par bien savoir de quoi on parle et définir un peu une doctrine. Je reste un peu sur l'idée de l'intelligence artificielle, d'autres questions du chat. On parle beaucoup de ChatGPT. Donc, quelle utilisation de ChatGPT dans l'armée, sachant que les modèles sont détenus par les Américains? Donc, c'est les notions de souveraineté et des algos d'IA. Ouais, alors, les modèles ne sont pas détenus par les Américains parce qu'il y a des modèles qui sont en Europe aussi, comme Bloom, par exemple. Hein, donc, on peut l'utiliser. Donc, voilà. Après, ce que ça pose comme question, c'est plus la quantité de puissance de calcul qu'on a pour les entraîner. Donc, c'est pour ça qu'il faut investir régulièrement dans la capacité de stockage calcul pour être capable de faire tourner ça. Un exemple, pour faire tourner Bloom, il faut quand même 8 Tera de mémoire vidéo à peu près, hein, enfin 5-8. Et puis après, pour l'entraîner, il faut une vingtaine. Donc ça coûte, c'est quand même une infra qui coûte dans les 2 millions d'euros, quoi. J'ai une question du chat qui rejoint une des miennes. Là, c'est pour les utilisateurs que vous êtes. De votre retour expérience et analyse, quelles sont les capacités opérationnelles les plus prometteuses en termes de valorisation de la donnée et à quel horizon? Donc, combat, logistique, etc., commandement, renseignement. Et sur le chat, quelqu'un, suite à ton intervention, avait demandé quels étaient, sur les nombreux cas d'usage de la marine, ceux sur lesquels la maturité d'utilisation de la marine était la plus avancée. Donc, ça revient un petit peu à ma question en élargissant un peu au domaine terrestre. Là, du coup, les priorités, c'est déjà tout ce qui concourt à la supériorité informationnelle, donc c'est le renseignement au sens large. Nous, ça part la marine, ça part du renseignement d'intérêt maritime, tout ce qui est connaissance de la situation tactique, ça c'est la priorité pour tenter de réduire le brouillard de la guerre, mais en fait non, puisqu'il y aura de plus en plus de données, donc forcément ça va rester complexe, donc c'est garder l'ascendant sur ça, donc ces priorités c'est ça, et c'est les sujets sur lesquels on travaille dès maintenant. Deuxième, les RH, pour bien suivre les talents dans la marine, les fidéliser, les accompagner, avoir une vision super précise de ça. Donc ça, c'est un domaine, je ne dirais pas qu'il est plus facile, mais il est déjà bien avancé parce que les données sont quand même pas mal structurées du fait qu'il y a des systèmes d'information qui permettent de traiter les données des RH. Donc ça, c'est un axe fort sur lequel on travaille.
à court terme. Et puis après, maintien en conditions opérationnelles. Bon, là, c'est pareil. Troisième axe. Donc, ça peut être à la fois, vous parliez de jumeaux numériques tout à l'heure. Donc, l'aspect déjà numériser tout ce qui est les connaissances sur le suivi des coques, structures, matériel, en bateau au sens large, pour avoir une vision un peu claire de là où on en est. Et puis, quelles sont les difficultés qu'on peut avoir, ça peut être ça. Ou après, du prédictif. Donc, analyser les pannes et puis essayer d'améliorer la fiabilité des équipements pour trouver les causes racines. Et voilà ce sur quoi on travaille actuellement, qui est prometteur. Colonel, un complément? Ouais, au niveau de l'armée de terre, d'un point de vue organique, c'est les limitations des irritants du fonctionnement courant, en évitant d'avoir 36 fois les mêmes données à saisir et en essayant de régler en partie les questions de perception de clés du champ de tir. D'un point de vue opérationnel, c'est d'abord les aspects de détection, reconnaissance, identification, en fait, d'amélioration de la perception de l'environnement autour des engins. Et puis, deuxième aspect, plus tourné vers tout ce qui est MCO prédictif, en fait, essayer de mieux prévoir l'impact de l'utilisation des engins dans les différentes conditions. Alors, avant que je fasse un petit mot de fin, est-ce que vous avez eu le temps de préparer votre conclusion rapidement, chacun? Et voilà, je vous laisse la parole, Didier. Bon, alors vraiment une phrase. Moi, ce qui me paraît extrêmement positif dans cette affaire, c'est le sentiment que j'ai, que tout le monde a bien compris qu'on n'était pas face uniquement à une question technique et à un changement de capacité, mais on est face à une question socio-technique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à intégrer ces nouvelles opportunités et ces nouvelles capacités technologiques dans un environnement organisationnel, humain, etc., etc. Et je pense que c'est vraiment la condition pour qu'on puisse tirer le meilleur parti de ces apports techniques qui sont absolument formidables. Sur les difficultés que vous rencontrez majeures, là, et les efforts futurs sur lesquels on doit mettre l'accent pour aller plus vite. Ouais, l'enjeu, je ne formulerai pas sous forme de difficulté, mais c'est plus l'enjeu vraiment, c'est croisement de données de domaines qui ne travaillent pas ensemble. Donc c'est d'abord, ça veut dire la désilotée, ce que je disais tout à l'heure, mais le vrai enjeu c'est ça. Donc trouver les cas d'usage, parce que c'est un changement culturel fort en fait, parce que par définition les gens chacun est sur ses données, son périmètre de travail, donc dire qu'on va partager avec l'autre, c'est quand même pas naturel. Donc il y a un grand enjeu culturel, organisation, process, donc de définir les gains que ça apporte. On a un certain nombre de sujets là-dessus, donc on avance bien. C'est vrai que c'est comme vous dites, c'est hyper intéressant et puis on est assez enthousiaste. L'étape d'après, c'est bien de travailler sur le faire pour décupler les capacités, parce qu'il faut bien commencer par le faire tout seul, mais si on veut être plus performant et passer à l'échelle, ça veut dire aussi être capable de faire. Donc conduire des projets avec les industriels, dans une logique, comme je disais tout à l'heure, de co-construction, et c'est ça qui est important, où on fait le delta où on confronte l'état de l'art entre le besoin et le besoin. Donc bien définir ce qu'on veut faire. Voilà. Colonel? En conclusion, l'aspect essentiel, c'est pas la donnée, c'est l'homme. Le développement des compétences propres au travail de la donnée, mais surtout, c'est de faire en sorte et donner les bonnes missions aux gens qui s'occupent de la donnée. C'est les ordres au service de la donnée et pas les ordres du service de la donnée qui doivent être véritablement développés. Et cette culture de généralisation de l'emploi de la donnée et de l'optimisation à diffuser dès le début. Et je pense que la population principalement ciblée dans ce domaine-là, c'est celle des officiers. Bon, je vais conclure. Je remercie toutes les personnes qui ont posé de nombreuses questions sur le chat. Malheureusement, on manquait un petit peu de temps. Ce que je dirais en conclusion, c'est qu'on a bien compris que les données sont le nerf de la guerre et de l'intelligence artificielle. Capitaliser les données opérationnelles, c'est une nécessité pour préparer le combat, développer les armes de demain et acquérir la supériorité informationnelle et opérationnelle. Permettre par exemple une data visualisation optimisée, une automatisation de la détection, classification, identification et des aides à la décision. Tout ça évidemment dans un cadre juridique, gouvernance, etc. Des IA performantes, transparentes, éthiques, de confiance, qui convient de réentraîner, on en a parlé, de certifier, avec une organisation intelligente de la chaîne IA données à mettre en place, donc toute la partie répartition, etc. Et évidemment dans un environnement cybersécurisé avec les notions de classification, de passerelles de sécurité, etc. J'ai bien aimé votre expression de passer des cyber-combattants ou potentiellement futurs data combattants. Et pour terminer, on cite souvent l'adage militaire qui tient les hauts, tient les bas. Sans doute que demain, qui tiendra ou maîtrisera les data avec toute la maîtrise des enjeux qu'on a évoqués et défis, détiendra très certainement la clé du combat.
Et si Clausewitz disait la guerre est un caméléon qui change de nature à chaque engagement, ce qui est certain, c'est que ce qui ne changera pas, c'est qu'on continuera de récupérer des données opérationnelles et celui qui saura les traiter gagnera la supériorité informationnelle attendue. Voilà, je vous remercie les 3 intervenants pour leur brillante prestation et puis le public. Merci à vous.